Et puis, des fois, on peut se dire, moi, je sais tout faire, je sais faire les jus, je sais faire les crêpes, je sais faire le pain, je fais un peu de tout. Oh, je commence par où? Il peut avoir ça, c'est légitime d'être dans cette position-là. Mais moi, je pense que quelque part, il y a toujours un indice qui te guide de façon très précise. Et puis moi, l'indice, c'était quand je suis allé dans les supermarchés, quand j'allais faire mon épicerie, je me rendais compte, Esther, que sur les étiquettes des boissons, il n'y avait pas d'étiquette qui mentionnait Made in New Brunswick. Ça veut dire que toutes les boissons qu'on boit aujourd'hui au New Brunswick, soit ça vient de Québec, soit ça vient d'Ottawa, soit ça vient de Halifax, Nova Scotia. Maïga, Ouzia, bonjour, hello. bienvenue sur Qu'est-ce qu'on mange à midi, un podcast où on discute de l'importance de nos choix dans la construction de nos vies, parce que nous croyons que les décisions que nous prenons aujourd'hui vont déterminer ce qu'on va manger demain à midi, bref, sur notre vie. Bonne année la communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2026. Nous sommes vraiment honorés et ravis d'être de retour avec vous pour cette nouvelle année. Et pour le début de cette année, on va faire quelque chose de spécial dans le podcast Qu'est-ce qu'on mange à midi. On va commencer une série d'épisodes sur un thème qui, je pense, va beaucoup vous parler. Vous savez qu'à Qu'est-ce qu'on mange à midi, on aborde tous les sujets dans notre vie des jeunes adultes, pour vraiment inspirer les immigrants, les personnes de notre génération à justement prendre des décisions pour construire un meilleur avenir. Et dans certains des sujets qui passionnent la communauté et qui nous passionnent, nous ici, avec Amande Lachidra et Marie-Laure, c'est l'entrepreneuriat. Donc, en discutant, en planifiant cette année 2026, on s'est dit, pourquoi ne pas faire une série d'épisodes sur l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat au Canada. Comment enregistrer une entreprise? Comment commencer? Comment pouvoir créer et développer une entreprise qui réussit et qui a de l'impact. Et on a beaucoup d'exemples, des jeunes exemples, mais aussi des personnes plus âgées dans la communauté immigrante ici au Nouveau-Brunswick qui font de très belles choses et qui, moi, personnellement, m'inspirent beaucoup. Et une de ces personnes, c'est très cher Brain. Comment ça va, Brain? Ça va très bien, Esther, merci. Ça va, bienvenue en tant que premier invité de l'année de Qu'est-ce qu'on mange à midi. Comment tu te sens? Oh, je me sens honoré, Esther. Je me sens aussi choyé un tout petit peu, là. C'est vrai que ça me chatouille un peu d'être là aujourd'hui comme Oh ton là là. premier invité pour l'année 2026, là. Je pense que je ne saurais pas comment te renvoyer l'ascenseur, hein. Non, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Brain, est-ce que tu peux te présenter brièvement avant qu'on entre dans le vif du sujet? Il y aura beaucoup de choses à dire sur Brain, mais brièvement, comment te présentes-tu? Alors, moi, je suis Brainman Kamlen. Je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé au Canada en 2022. Et puis, j'ai quand même vécu avant ça un tout petit peu en Europe avant de me rendre ici. Et puis, j'ai étudié au collège communautaire. Et aussi, j'ai pris quelques cours à l'université. Et là, tout de suite, je suis entrepreneur au Canada. Vous avez dit, il a fait ça très brièvement. Mais on va aller dans le vif du sujet parce qu'on te reçoit justement pour parler de ton parcours d'entrepreneur. Tu as dit que tu es arrivé au Canada, ça fait 4 ans maintenant, je pense, hein? Oh oui, c'est ça, 4 ans, c'était 4 ans. en 2026. Donc, en 4 ans, comment tu as fait pour aujourd'hui? Pour ceux qui ne savent pas, on va parler plus en profondeur, mais tu as juste dit que tu es entrepreneur, mais Brain est propriétaire d'une entreprise Grassland Tropical Fruits, qui est la première entreprise de fabrication et de distribution de jus pasteurisés ici au Nouveau-Brunswick. Et personnellement, comme j'ai dit, ton parcours est quand même inspirant parce qu'en 4 ans, ce que tu as fait aujourd'hui, tes jus se retrouvent dans les épiceries générales, comme les gens peuvent le trouver un peu partout dans la ville de Moncton et même dans d'autres endroits de la province. Donc, en 4 ans, ton parcours, je pense, pourra inspirer des personnes qui viennent d'arriver ou même des étudiants qui se disent « Oh, je me vois en Brain, j'aimerais comme moi aussi entreprendre demain. » Donc, recommençons comme Brain qui vient d'arriver. Quand tu arrives au Canada, est-ce que tu es venu avec l'idée de « Je veux lancer une entreprise » ou c'était vraiment comme c'est une idée qui t'est venue par la suite? Alors, quand je suis arrivé au Canada, disons qu'avant d'arriver au Canada, j'étais d'abord en Belgique, où j'ai passé de belles années. Et dis-toi que quand j'étais en Belgique, j'étais vraiment au centre de la capitale, j'étais à Bruxelles. Ok. Et puis, avec les buildings et la vie qu'on connaît dans les downtowns, c'était un endroit vraiment très convivial à vivre. Ok. Et puis, j'ai eu le choix à faire entre venir au Canada ou rester en Belgique. Ok.
Ben, les opportunités, dis-toi que la Belgique, aujourd'hui, comparé au Canada, le Canada peut être comme 20 fois la Belgique en termes de superficie. Donc, les opportunités d'affaires ou de rêves à réaliser sont peut-être pas les mêmes en Belgique qu'au Canada. Mhm. Et déjà, ça faisait beaucoup parler, le Canada étant à l'extérieur, on parlait beaucoup du Canada, du rêve canadien. Mhm. Et puis, ça me tentait un peu, ça me titillait l'esprit à me dire, OK, si le rêve canadien est semblable au rêve des voisins aux États-Unis, ça veut dire que je peux aussi venir participer à ce rêve-là. Et du coup, j'ai choisi de venir au Canada, mais il y a aussi le choix de la province. Mhm. Et puis, ça faisait beaucoup de publicité autour du Nouveau-Brunswick, qui était encore comme une province en pleine croissance, Mhm. en pleine évolution. Et c'était le moment idéal de venir dans des provinces qui sont vraiment en pleine évolution, parce que côté économique, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup à offrir. Ok. Et du coup, j'ai choisi le Nouveau-Brunswick. J'ai choisi la ville de Caraquet, dans la péninsule acadienne. Pour ceux qui ne savent pas, Caracat, parce que généralement, les gens, quand on parle Canada, c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Déjà, très peu de personnes connaissent le Nouveau-Brunswick. Et quand on parle du Nouveau-Brunswick, généralement, on parle de Moncton, Fredericton. Toi, t'es là à Caracat. Caracat, juste pour vous situer, c'est une très belle ville, mais c'est vraiment un peu comme... C'est une ville assez rurale. Donc, c'est pas vraiment le choix typique quand tu penses rêve canadien d'aller t'installer à Caracat. So, pourquoi Oui, Caracat? c'est vraiment ça, comme tu l'as dit, Esther, c'est vraiment très rural, encore plus rural qu'on le pensait quand je suis arrivé. Mhm. Et puis, vraiment, pour juste donner un sens à ce que je dis là, il y avait juste un boulevard. Et dans ce boulevard-là, on trouvait tout. Il a dit qu'à gauche, il y a l'hôpital, à droite, il y a l'épicerie, à gauche, il y a un dépanneur pour prendre l'essence, à droite, il y a des maisons, il y a tout à côté, c'est C'est juste ça. le boulevard. Mhm. Et puis derrière le boulevard, les maisons, ça veut dire que tout le monde se retrouve sur le même Mhm, boulevard mhm. pour faire ses épiceries, Mhm. pour se soigner, pour aller à l'école. Mhm. Donc, juste pour dire qu'on voyait le même chemin à tous les jours. Ouais, Et ça. puis moi, où est-ce que je restais, ma fenêtre du salon donnait à la route. Du coup, je passais plus mon temps sur mon canapé à regarder la route parce que je n'avais pas où aller. Mhm. Je n'avais pas de véhicule à l'époque. Et dis-toi que dans la péninsule acadienne, il y a la mer derrière Ouais. avec les pêcheurs. Et puis, il fait beaucoup froid quand c'est la période hivernale. Mhm. Et aussi, on a un beau climat. Il ne fait pas très, très, très chaud, mais il y a un Mhm. beau climat quand c'est l'été. Puis, c'était le choix Caracal, c'était plus en fonction de mes plans de carrière. Ok. Moi, je suis passionné de l'alimentaire, passionné de l'agroalimentaire, passionné de Mhm. la transformation alimentaire. Et puis, Caracat m'offrait des ressources dans le programme de contrôle qualité Ok. et transformation alimentaire au collège communautaire du CCNB. Ok. Du coup, c'était le moment idéal pour moi de choisir un programme pareil pour pouvoir contribuer à l'évolution de mon rêve. Ok. Et voilà le choix de Caraquet. J'ai choisi Caraquet, j'ai étudié là-bas. Et puis tout de suite, j'ai réalisé que la ville avait beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de manquements. Mhm. Et c'est ça, j'ai su repérer les manquements et j'ai sauté sur l'occasion. Ça, t'as vu les opportunités. C'est justement par rapport à ce que tu dis. Donc, toi, tu es venu, tu avais déjà, comme tu as identifié justement dans ce programme-là, quelque chose qui allait avec une passion que tu avais. Donc, maintenant, par rapport à quelqu'un qui t'écoute, comme pourquoi justement le secteur de l'agroalimentaire te passionne autant? Qu'est-ce qui fait que, genre, ce secteur-là en particulier, c'est ce dans quoi tu as, comme tu avais ce rêve-là d'entreprendre, justement? Déjà, j'aimerais juste mentionner que va falloir rentrer un peu plus loin dans ma vie pour comprendre déjà d'où est venu cet aspect-là, On est là cet pour élément ça, tu peux déclencheur-là. raconter. Alors, moi, déjà, je suis issu d'une famille entrepreneuriale. Mhm. Ça veut dire que moi, j'ai un papa qui est avec une entreprise alimentaire. Et puis, Ça, c'est au Cameroun, non? ça, c'est au Ok, Cameroun, ouais. dans mon pays natal. Et puis, dans le côté du paternel, il y avait comme un oncle qui a une entreprise, un cabinet d'avocats. Et ben, lui, il est à Houston, aux États-Unis. Mhm. Et puis, tu as un autre qui a une compagnie d'élevage. Et puis, dans le côté maternel, tu as un autre oncle qui a une entreprise alimentaire, toujours au Cameroun, à très grand succès. Mhm. Et puis, tu te dis, OK, ben, avec tout ça, tu es appelé à quelque chose. C'est un peu comme une famille royale, là. Hein. C'est ça, C'est ça. ça. Donc, du coup, tu commences à comprendre que tu n'es pas comme une famille normale, Mhm. mais tu as une famille où il y a déjà une ligne directive à suivre, là. Mhm. Et en tant que premier garçon, je pense que c'était La pression est sur toi. une pression était là. Il fallait vraiment pouvoir le faire, tu Mhm. vois. Puis, la tristesse dans l'histoire, c'est que mon papa décède de juste
quand on finit d'échanger au téléphone par rapport à ces entreprises. Ok. Ce qui fait qu'une Wow. fois que le coup de fil est terminé, il tombe là et puis ça s'enchaîne. Mm. Et puis, moi, j'ai senti ce message comme une passation, comme je te remets les clés du projet, il faut continuer avec et tout. Et puis, je me suis dit, OK, ben, il va falloir que je redécore encore ce qu'il a tant cheminé avec dans sa vie. Ce qui fait que c'était un projet de vie familiale que j'ai essayé de redécorer, de reconstruire par rapport aux attentes canadiennes. Ok. Et puis, l'entrepreneuriat alimentaire, c'était vraiment quelque chose de familial. Et c'était où je me sentais plus à l'aise comparé à d'autres secteurs qui existaient dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment passionnant parce que je pense que même quand tu vois souvent, j'écoutais dernièrement un podcast, le podcast Entrepreneur State of Africa, je sais pas si tu connais, mais c'est un podcast animé par Kayi Lumumba et Moulay Tabouré, qui sont deux entrepreneurs personnellement qui m'inspirent beaucoup en Afrique. Et il faisait une interview sur Monsieur Gervais Njonjo, qui est le PDG d'EcoBank et de Askai en Afrique. Et en revenant comme sur son histoire, c'était justement, on voyait aussi justement l'impact, comme lui aussi, il est né dans une famille d'entrepreneurs. Il est né justement d'un papa qui était dans les affaires et qui l'amenait partout. Donc, c'est comme il a grandi en comprenant ce milieu-là. Donc, c'est comme naturellement, tu te sens plus poussé à évoluer. Oui, il a évolué professionnellement, il était directeur cadre dans des entreprises et tout. Mais à un moment donné, poussé justement par cette passion-là d'entreprendre et surtout ce côté de construire l'Afrique. C'est là, comme EcoBank aujourd'hui, c'est la plus grande banque panafricaine. Tu vois, Oui. pour moi, c'était tellement inspirant d'écouter, mais je vois des similitudes aussi dans ton parcours. Et même moi, il y a des endroits où je m'identifie. Tu sais, comme je pense à certaines personnes de ma famille, je suis comme, OK, telle personne t'a inspiré. C'est pas toujours anodin. Puis, on se rend pas souvent compte, mais je pense que c'est important en tant que parent, si on est entrepreneur, ou même si on est juste un oncle ou une tante, de pouvoir instiller dans les personnes autour de nous, dans notre famille, cette passion-là, parce que demain, justement, ça peut ouvrir la voie à cette personne-là. Donc, merci d'avoir partagé ça. Tu as dit que quand tu es arrivé à Caraquet, tu as identifié des opportunités et des manques qui t'ont poussé justement à te dire, OK, déjà, tu avais cette passion-là, mais en plus de cette passion-là, tu as vu que, OK, il y a une opportunité de marché par rapport à moi, ce qui me passionne. Donc, comment tu es arrivé à dire, OK, je vois qu'il y a un besoin, je vois qu'il y a un manque, et c'est mes jus, comme là, je vais lancer une entreprise de jus. Pourquoi les jus? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'agroalimentaire, tu vois, pourquoi les jus pasteurisés? C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans l'agroalimentaire. Comme tu le dis, c'est très large ce secteur-là. Et puis, des fois, on peut éviter à se dire, moi, je sais tout faire, je sais faire les jus, je sais faire les crêpes, je sais faire le pain, je fais un peu de tout. Oh, je commence par où? Il peut y avoir ça, c'est légitime d'être dans cette position-là. Mais moi, je pense que ce qui à quelque part, il y a toujours un indice qui te guide de façon très précise. Et puis moi, l'indice, c'était quand je suis allé dans les supermarchés, quand j'allais faire mon épicerie, je me rendais compte c'était que sur les étiquettes des boissons, il n'y avait pas d'étiquette qui mentionnait Made in New Brunswick. Ça veut dire que toutes les boissons qu'on boit aujourd'hui au New Brunswick, soit ça vient de Québec, soit ça vient d'Ottawa, soit ça vient de Halifax, Nova Scotia, soit ça vient de l'extérieur. Okay. On n'a pas, et je dis vraiment, on n'a pas de boisson. Moi, j'étais à Caraquet, j'ai travaillé comme technicien qualité pour Sonimel à Edmundston. Donc, j'ai vécu ces villes-là. Puis, je suis arrivé à Moncton. Puis, j'ai été visiter Campbellton. J'ai quand même pas mal sillonné les villes du Nouveau-Brunswick où j'ai été faire des épiceries. Et il n'y en avait vraiment pas de boisson. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la spécialité du Nouveau-Brunswick? En quoi ils sont concentrés? Dans la santé, la construction, l'éducation, c'était plus le secteur qui était en avant. Et puis, dans le secteur agroalimentaire, c'était plus les bières, le vin. Les bleuets. Les bleuets. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les bleuets, les dérivés? Mais on n'avait pas vraiment de boisson. Et aujourd'hui, je me suis dit, OK, mais comment est-ce que je peux faire de l'agroalimentaire si je n'ai pas de matière première? Parce que c'était quand même, OK, je vais faire un jus. Dis-toi qu'il y a 20 ans passés, au Nouveau-Brunswick, on ne savait pas comment peler une tête d'ananas. On ne savait pas. L'ananas, c'est un fruit qui est récent pour les New-Brunswick. C'est un fruit tropical. Oui, c'est vraiment récent dans les assiettes. Là. Il n'y avait pas longtemps, ils utilisaient l'ananas. Et encore, à ce temps que je te parle, des gens qui ne savent pas comment on le pèle. C'est-à-dire qu'on prend juste l'ananas, des gens qu'on sait tout fait. Là. Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'est pas parti de la culture. Et puis, moi, j'avais ce fruit parmi mes matières premières. Mais quand j'écoutais aussi les projets
que mettait la province en avant, le projet fédéraux et provincial et du gouvernement actuel, il était question de mettre en avant le made local. Et puis, moi, j'avais un produit dont la matière première était aussi... Elle était bonne, mais c'était pas local forcément. Puis, il y avait aussi un slogan qu'il fallait amener avec. Parce que, oui, tu veux vendre tes jus. Oui, mais qu'est-ce qui va accrocher? Moi, j'ai remarqué qu'il y avait un gaspillage. J'ai travaillé dans les stores comme les Walmart, les IGA, et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de claims qui allaient au Beach. On vend pas, OK, on a trop en stock, on envoie à donation. OK, mais entre la succursale et lui qui fait la donation, qui est au milieu, il faut quelqu'un. Pourquoi donner si on peut encore donner une deuxième vie à ce produit-là? Donc, il y a beaucoup de réflexions derrière ces choses-là. En fonction de mon vécu, je tiens à mentionner que c'est mon parcours dans tous ces endroits-là qui tente de construire en moi. Ton parcours d'étudiant. D'étudiant, bien sûr, dans ces endroits, épicerie et puis travail et tout ça, qui tentent de faire les pièces du puzzle, qui tentent de se joindre ensemble, qui ont permis à ce que je me dis, OK, je pense qu'il faut une boisson ou alors un ensemble de boissons qui va regrouper à l'intérieur des fruits venus d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas ça ici, mais aussi des fruits produits localement. Et puis, dis-toi que beaucoup de gens aujourd'hui se disent que non, mais l'ananas, ce n'est pas un produit local, on ne peut pas dire que la compagnie... Mais il y a une question à se poser. L'ananas n'est pas un produit local, mais il fait partie de l'économie locale. Parce que le restaurant, le supermarché ou qui va acheter son ananas ailleurs, il revient dans la province, il va commencer à entrer dans l'économie avec ça. Il tourne l'argent avec. Mais s'il le paie, et s'il fait des pertes, il va déclarer ses pertes là, et s'il paye davantage, il va supprimer des emplois. Il supprime les emplois, on approche de la faillite. Ce qui fait que, qu'on le veuille ou pas, ces fruits qui sont extérieurs à la province, qui ne sont pas identitaires de la province, se retrouvent comme une composante de l'économie. Ce qu'il fallait il faut se dire que ces fruits font aussi partie de l'économie locale. Et puis moi, je me suis dit, OK, c'était le moment ou jamais de venir avec un slogan, pas de gaspillage, zéro gaspillage. Il faut essayer d'être éco-responsable. Et du coup, j'ai dit, OK, il faut une compagnie qui aura des produits qui vont englober toute cette gamme que j'ai fait tantôt. Là. Non, j'aime beaucoup ce que tu partages parce que, tu vois, c'est quelque chose que moi, je dis toujours aux gens, comme d'ouvrir les yeux. Parce que, justement, quand on arrive dans un milieu, tu avais ton bagage. Tu viens d'une famille entrepreneuriale, tu as l'expérience de tes parents en tant qu'entrepreneur au Cameroun, mais ce n'est pas des entrepreneurs qui ont évolué au Canada. Mais ça t'a quand même donné des clés de te dire, OK, il faut que j'observe mon milieu. Il y a des choses que je pense qui ont été mises en toi par rapport à ce parcours-là. Et arrivé ici au Canada en tant qu'étudiant, tu ouvrais les yeux dans tes emplois d'étudiant, dans ton parcours. Tu étais comme, OK, je vois qu'il y a tel besoin, je vois qu'il y a tel manque. Et étant donné que tu avais déjà cette culture entrepreneuriale, là, tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Puis tu vois, par rapport justement, on parle beaucoup aujourd'hui de gaspillage alimentaire. Comme tu mentionnes, il y a beaucoup de gaspillage dans les épiceries. Ça, c'est quelque chose que les gens savent beaucoup. Donc, de se dire, OK, comment est-ce que je peux me positionner pour être un agent de solution, justement, par rapport à ce gaspillage alimentaire-là dans les produits. Donc, OK, ça, c'est bon. On voit un peu, OK, d'où l'idée, l'entrepreneuriat vient, l'idée est venue. Maintenant, une fois que tu as l'idée, comment tu la concrétises? Comment? Parce que pour quelqu'un qui nous regarde ou qui nous écoute aujourd'hui, qui se dit, moi, j'ai une idée d'entreprise. Par où je commence? Où est-ce que je pars chercher de l'aide? Où est-ce que je vais enregistrer mon entreprise? Parce que l'agroalimentaire, c'est quand même un secteur qui est au Canada. Il y a beaucoup de barrières administratives. C'est la santé. Tu sais, on parle de jus, on parle de fruits, il y a beaucoup de bactéries, etc. Donc, comment tu as navigué pour, une fois que tu as eu l'idée, oui, tu as identifié les opportunités de te dire, maintenant, j'enregistre mon entreprise. Est-ce que tu savais déjà où est-ce que tu devais aller au niveau du financement? Comment tu t'as financé? Voilà, si tu peux un peu partager là-dessus pour pouvoir justement donner des clés aux personnes qui aujourd'hui se disent « Ok, j'ai une idée, je vais lancer mon entreprise. C'est où que je commence? » Surtout que tu étais à Caraquet, tu n'étais pas à Moncton, tu vois. Ouais. J'avoue que c'est vraiment vaste là parce qu'on peut pas se dire qu'on va commencer une entreprise, il y a ça comme tu as énuméré par tantôt, là, on commence par où, on se dit où. Et quand on a toutes ces questions qui reviennent à la face, on peut se dire « Ouf, c'est trop là, j'arrête. » Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de jeunes ou bien encore beaucoup de personnes qui veulent oser, mais quand ils voient toutes les barrières qui sont comme devant eux, ils vont se dire non, ben moi je recule, ben non, moi je peux pas. Je pense que on a la chance qu'aujourd'hui on évolue dans un monde où la technologie
a vraiment beaucoup évolué et nous donne beaucoup de facilité. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, pour enregistrer une compagnie, quand tu vas même sur Google ou ChatGPT ou n'importe quoi, et puis tu tapes, je vais créer une entreprise, c'est quoi les étapes? Je pense qu'eux, ils font déjà un gros travail pour ton cerveau. Ils vont te limiter ce travail-là. Ils vont te dire, OK, tu peux enregistrer l'entreprise, tu vas te mettre ta vie, ils vont te dire où. Moi, particulièrement, ici au Nouveau-Brunswick, je me suis rapproché des services du Nouveau-Brunswick. OK. J'ai pas sur place, mais en ligne. J'ai essayé de voir comment on enregistre l'entreprise, quelles sont les formes d'enregistrement. J'ai vu ce qui me correspondait, j'ai choisi ma catégorie. Et puis, après ça, là, c'était la partie la plus facile parce que oui, tu fais ça, tu payes des petits frais. C'est facile, tout le monde enregistre, OK, on est d'accord. Bon, ben, puis ça tourne autour dépendamment, juste pour donner un peu les clés aux gens, parce que quand j'enregistre mon entreprise aussi, dépendamment de si tu enregistres au niveau fédéral ou Ouais. provincial, parce que ça aussi, c'est quelque chose, on en parlera aussi en détail dans les prochains épisodes, mais si tu sais que tu pars, par exemple, juste opérer au Nouveau-Brunswick, tu vas enregistrer juste auprès de la province du Nouveau-Brunswick, Province, yeah. ça tourne autour de 160, en tout cas, j'ai pas les Ouais, chiffres exacts là. ouais, c'est pas des gros mais frais. oui, c'est pas genre $300 et tout. Non, c'est pas Et des puis, gros frais. Le fédéral est même, l'enregistrement fédéral est même moins cher que l'enregistrement provincial. Moi, ça Ouais, m'avait étonné quand même. C'est pas les gros frais, j'ai pas les chiffres en tête, j'ai beaucoup de chiffres dans ma tête là. J'ai Yeah. pas ces chiffres-là en tout cas, mais c'est pas des gros frais, Esther. C'est comme tu l'as dit, mentionné, c'est accessible à tout le monde pour enregistrer une compagnie et beaucoup de gens le font là, donc voilà. Mais c'est le point de départ. Il faudrait quand même dire au gouvernement que je suis présent. Ouais. Mais voici, je vais travailler, je vais exercer. Maintenant, excuse-moi, une fois que c'est fait, tu l'as enregistré l'entreprise, Ouais. tu l'as faite, qu'est-ce que tu fais après? Mhm. C'est ça le problème. On s'est dit où est-ce qu'on va après. Mhm. Mais dépendamment du domaine, moi par exemple, je suis dans l'alimentaire, ok? Il faut que j'aille chercher les ressources dans l'alimentaire. Mais lui qui fait dans l'esthétique, on n'a pas les mêmes trajectoires. Ouais. Lui qui va faire dans le high-tech, c'est pas la même C'est chose. pas les mêmes supports. Lui qui va faire, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Chacun prend sa route au Carrefour, Tout à là, fait. tu vois? Ouais. Donc, moi, au sortir de là, je suis allé maintenant me regarder qu'est-ce qu'on offre comme soutien aux entrepreneurs qui font dans l'agroalimentaire Au niveau de la province. au niveau de la province. Parce que moi, j'étais d'abord provincial. Il faut toujours commencer provincial. Ouais. On peut commencer même rural. Je veux dire, c'est une échelle, on grandit. Moi, je commençais provincial. Et puis, il y avait 2 organismes qui soutenaient les entrepreneurs en démarrage. Mhm. C'est plus ça qu'on veut, entrepreneurs en démarrage. Il y a même 3 que je peux citer. Il y a la CDBC, Mhm. qui est très connue dans la province. Ouais. Il y a le RED, qu'on Ouais. connaît. Le réseau de développement et d'employabilité du Nouveau-Brunswick, je Oui. peux donner là. Les autres aussi, ils accompagnent beaucoup les femmes entrepreneurs. Mhm. C'est un très bon outil. Je pense qu'il y a l'APK qui donne aussi son coup d'aide dedans. Il y a Futurpreneur. Ouais. Futurpreneur aussi qui accompagne. Mhm. Maintenant, dans tous ces différents organismes-là, ça se joue avec les statuts financiers, le score crédit, toutes ces choses-là. Mhm. Mais d'abord, eux autres, ils ont des outils pour toi. Ouais. Après ça, après d'avoir travaillé ces organismes-là, il y a aussi ce que le gouvernement provincial, eux autres, ils donnent Mhm. comme des ressources de subvention. Mhm. Ça, les subventions, il faut se rapprocher du service Nouveau-Brunswick. Tu t'en vas sur place, c'est trop vaste en ligne, là. Mhm. Et puis tu demandes, moi, je fais dans ça, qu'est-ce que je peux avoir comme outil? Mhm. On va te donner les outils. Dans l'alimentaire, qui est mon cas, il y a beaucoup de gens qui se débrouillent. Ils font des crêpes, ils font le déguer, qui est un yogourt avec du millet pour l'Afrique de l'Ouest, là. Ils font beaucoup de choses. Et ils vont faire des craquelins, ils vont faire beaucoup de choses hein, dans l'alimentaire. Mais ils ont peur ou alors ils ne savent pas comment sortir De l'informel. de l'informel. C'est ça. Et moi, quand j'ai commencé, j'étais à l'informel au début parce que je vendais dans un groupe WhatsApp comme au début. Les entreprises de WhatsApp. Voilà, je vendais une bouteille, je prends mon gaz, je partais livrer 2 bouteilles, j'avais des critiques et tout. Mais je me disais que si je restais dans ça, je ne fais pas un profit vraiment, Mhm. tu vois. Et aussi, la chose qu'il faut mentionner, c'est que quand tu fais ta business, il faut te dire qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire une business à grande échelle ou tu veux faire juste une business De survie, de quoi. survie, Ouais. juste pour payer les factures, Mhm. pour la fin du mois. Mhm. Parce que dans l'informel, c'est ce que beaucoup font. Mhm. Ils vont te vendre un petit format d'un produit à un prix très coûteux, Mhm. mais pourtant le même type de produit en photocopie pas semblable, mais dans les supermarchés, se vend 10 fois moins le prix. Mhm. Pourquoi? Parce que lui, à l'informel, il veut juste sa fin du mois. Mhm. Celui-là, est-ce qu'il est considéré comme entrepreneur ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais Mhm. c'est une question à revoir aussi. Mhm. Alors, il faut déjà t'identifier.
j'appartiens à quelle catégorie d'entrepreneur? Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je veux un produit qui va être commercialisé dans la région ou bien je veux juste mes fins du mois raccourcis? C'est quoi ta vision aussi? C'est quoi ta tu vois? vision? C'est ça. Dès que tu l'as défini, tu peux maintenant continuer à aller dans les organismes et puis continuer les processus et arriver à là. Je pense que c'est vraiment ça, Esther. Ouais. Puis je pense que j'ai tout bouclé les réponses à ce que tu as énuméré, mais j'ai quand même brassé pas mal. Je peux Non, dire. on va continuer parce que je pense que c'est important le point de la vision parce que justement, quand tu te rapproches, que ce soit du gouvernement ou des organismes comme tu mentionnes Futurepreneur et aussi BBI, Black Business Initiative, généralement, ils vont te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, parce que c'est des organismes qui accompagnent les entrepreneurs en démarrage, mais il faut que tu viennes là avec une idée qui est quand même assez claire. Parce que quand ils vont t'aider, comme par exemple, ils vont te donner des outils pour faire ton plan d'affaires à remplir, mais c'est pas eux qui vont le remplir pour toi, parce que c'est toi, c'est ton entreprise, c'est ton idée d'affaires, donc c'est toi qui dois... Ils vont t'accompagner pour pouvoir clarifier, parce que c'est sûr que quand tu commences, généralement, on a des idées un peu plus grandes, mais comme quand tu continues, tu deviens plus spécifique. Tu vois vraiment... de manière plus spécifique aussi la réalité, tu vois. Comme tu dis, je pense pas que c'est forcément mauvais l'informel parce que ça te permet de tester puis d'améliorer ton produit. Mais une fois que tu veux passer justement à OK, moi, je me vois vendre dans les supermarchés, ce n'est plus la même chose que de vendre dans les groupes WhatsApp. Donc, ça va avec d'autres éléments. Donc, j'ai beaucoup aussi aimé le point que tu as dit, tu es allé vers les organismes. Tu es allé chercher. Parce que des fois, on rencontre les gens comme, oh, comme je sais pas, mais comme si tu sais pas, est-ce que tu cherches l'information? Parce que l'information ne viendra pas te trouver. Parce que je pense que quand tu veux quelque chose, tu fais des recherches, comme tu as dit, aujourd'hui, on a Internet, on a l'intelligence artificielle, tu fais des recherches. Ensuite, tu te renseignes en fonction de ton secteur d'activité, de ce dans quoi tu vas entreprendre, tu te rapproches des organismes qui existent. On mettra dans la barre de description les différents organismes qu'on a mentionnés pour ceux qui sont intéressés. Et puis, on vous encourage vraiment à les contacter pour savoir, déjà pour poser des questions. Et puis, il y a plein de ces organismes-là qui font des fois des sessions d'information qui sont gratuites. Donc, juste de participer, je pense que ça va vraiment aider aussi. Juste Donc, pour faire une petite accroche à ce oui. que tu as dit, que je suis allé vers les compagnies, c'est justement parce que c'était un moment donné de la vie, quand tu arrives à ce point où tu te dis, si je n'entreprends pas, ben, j'ai raté ma vie. Là, tu n'as plus le choix. OK. Certaines personnes ont encore le choix entre peut-être entreprendre ou un boulot, Mhm. ou ils ont un boulot à côté, ils se disent, Ok. OK, c'est pas grave, j'ai quand même un boulot. OK. Et moi, j'étais arrivé à un point où c'était dans le Nouveau-Brunswick, il n'y a pas beaucoup de compagnies agroalimentaires où je pouvais exercer. OK. Donc, il n'y a pas mon domaine, OK. en quelque sorte. Donc, c'était soit, si je n'entreprends pas, je suis foutu parce que j'ai appliqué dans d'autres provinces, mais quand tu as un diplôme du Nouveau-Brunswick et puis tu as un diplôme aussi d'ailleurs, d'autres pays d'Afrique, Mhm. c'est un peu complexe et tout. OK. C'était comme soit si je n'entreprends pas, Mhm. c'était fini pour moi. OK. Mais ça, c'est intéressant. On va creuser là-dessus. Donc, tu as terminé tes études. C'était un programme de 2 ans ou 1 an? C'était un programme de 1 an. C'était un programme de 1 an. Donc, tu as terminé tes études en contrôle qualité au CCNB. Tu as trouvé d'abord un emploi, tu as travaillé. Puis après, tu dis, tu es arrivé à ce point-là où tu n'avais plus ton emploi. Et là, tu cherchais un emploi, tu n'arrivais pas à trouver. Donc, tu t'es dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, qui arrive à ce point-là, donc là, c'était comme l'entrepreneuriat pour toi est devenu comme aussi une nécessité. Donc, oui, il y avait la passion, tu as identifié des opportunités, mais là, maintenant, il y avait aussi le point de la nécessité. Et maintenant, quand tu as ce truc-là de la nécessité, je pense qu'à ce niveau-là, tu n'avais pas forcément beaucoup de moyens financiers. Donc, comment est-ce que, surtout, parce que il faut le dire, comme tu as une usine, c'est quand même une usine à une certaine échelle de fabrication. Aujourd'hui, vous avez des locaux où vous fabriquez les jus, vous les stockez, etc. pour la distribution. Donc, comment est-ce que de Brain qui n'avait plus d'emploi, on est arrivé à Brain qui aujourd'hui a des locaux où il fabrique des jus, il a des matières premières, il a acheté des machines. Où est-ce que tu as trouvé le financement? Quels sont les organismes qui t'ont aidé? Quelles ont été aussi les barrières que tu as eues? Parce que on parlait de ça, tu m'en avais déjà parlé de comment ça vous a pris du temps pour avoir le permis sanitaire pour pouvoir vendre les jus. Parce qu'il faut que les gens le savent. Quand tu es dans le secteur alimentaire, il te faut un document, tu diras comment ça s'appelle là, de la province pour pouvoir vendre ton produit alimentaire dans les magasins. Donc, tant que tu n'as pas ça, même si tu produis, tu ne peux pas vendre. Donc, peux-tu nous parler justement de ces défis-là? Oui, mais le moment de clic qui est arrivé quand j'étais à Moonstone déjà. Je travaillais comme qualité à son email. Et puis, arrivé à son email, j'ai travaillé. Et puis, à un moment donné, c'était plus ça. Et puis, il fallait bien que je... Premièrement, j'étais encore sur permis de travail. Donc, j'étais pas encore un résident permanent au Canada.
Et puis, c'est bien de mentionner que pour pouvoir entreprendre, il faut un bon statut de résident. Puis moi, j'étais encore étudiant international et puis je travaillais aussi. Puis après ça, quand j'ai fini à son email, je me suis rendu compte que le travail était fini et tout. Il fallait chercher autre chose. Et puis, moi, je n'étais pas seul parce que son email, j'étais déjà ma conjointe. OK. Et puis, elle a décroché un travail à Moncton, à l'hôpital. OK. Et puis, on ne peut pas vivre séparés. Donc, il fallait que je monte à Moncton. Puis, mais je n'avais pas d'emploi à Moncton. OK. Et puis, j'étais là, je me disais, OK, mais là, c'était comme on parle de 2023. OK. 2024 déjà, on avait 2024 déjà. Mhm. J'ai pas d'emploi et puis je dois aller à Moncton et tout. Mais il fallait quand même quelque chose sous la main qui permettait au moins de contribuer un peu aux charges et tout. Mhm. Puis j'ai trouvé quelque chose qui me permettait de contribuer aux charges, mais c'était moi le strict minimum. Ça ne donnait pas grand-chose, c'était pas à temps plein, c'était pas trop d'heures et tout. Mhm. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais d'abord embarquer avec, juste pour pouvoir avoir une stabilité dans la tête, pour me dire, OK, je paye les factures au moins. Là, je peux réfléchir après sur mon processus. Puis, je me suis dit, OK, il me faut aller chercher les ressources pour financer mon projet. Mhm. Et dans ce cas, comme je disais tantôt, il y a des organismes, parmi lesquels moi j'ai travaillé avec la CDBC. Mhm. Mais ce que je veux mentionner, c'est que ce que je mentionne tout de suite fera un lien avec le début, où on parlait de vision et aussi d'identité. Mhm. Quand je suis arrivé à la CDBC, on m'a posé une question quand je suis entré. C'est quoi ton statut? Mhm. Es-tu encore étudiant étranger, international ou bien es-tu résident? Parce que c'est de là que commencent les programmes. Mhm. Ça veut dire que si tu es étudiant et que tu envisages entreprendre, traverse d'abord le cap D'avoir la résidence. d'avoir ta résidence. Mhm. Donc, chaque personne, dépendamment de sa condition, voit les paramètres qui sont devant lui Mhm. et puis il faut correspondre au profil. Ouais. Puis, une fois que tu es résident, maintenant, on te dit, OK, tu peux revenir. Mhm. Puis, quand j'étais résident, je suis revenu. Mhm. Puis, je suis Là, on va revenu. parler. Puis, je suis revenu, j'ai dit, OK, moi, je vais faire ça. Et puis, il n'y a personne qui va croire à ton projet au début. Ça, c'est la Mhm. vérité. Par contre, on va t'écouter, on va dire, oui, c'est correct, c'est beau. Donc, ça veut dire que c'est pas qu'on ne veut pas t'encourager, mais c'est qu'au début, il n'y a personne qui connaît ton projet comme toi. Et c'est nouveau aussi. Et c'est nouveau. On parle de... Tu dis, il n'avait pas de jus, donc Oui, c'est la première personne. Oui. En plus, tu viens de l'extérieur, donc... oui. C'était le premier projet même que la banque devait accompagner. Mhm. Comme l'organisme devait accompagner. C'était le premier Mhm. projet pareil. Parce De que- ce genre-là, de ce ouais. genre. Parce Mhm. qu'ils accompagnaient des gens qui faisaient les sauces, les épices et tout. Mhm. Mais du jus, c'était comme... OK. Beaucoup de gens, quand tu dis du jus, ils se voient en train de vendre, presser du jus, ils vendent juste dans une Mhm. boutique de jus et tout. Donc, j'étais le seul à comprendre ma vision. C'était quand même un risque pour la C'était un banque. gros risque. Ouais. Et quand j'essayais même d'expliquer ma vision, on comprenait, mais on se demandait comment est-ce que tu vas faire pour mettre une usine de jus. C'était comme, tu vois, la banque, je travaille avec la banque CDBC, et puis ils m'ont accordé 35 000. OK. 35 000 $. 35 000 dollars. Merci, on va bien parler chiffres. Mais je t'avoue, 35 000 dollars, c'est rien pour ouvrir une compagnie de jus. Mhm. Par contre, ça peut être beaucoup dans notre projet. Mhm, mhm. Tu comprends? Mais une usine de jus, une machine efficace peut coûter 120 000, OK. peut coûter 50 000. OK. peut coûter 40 000. Ok. Donc, ça veut dire rien que 35 000, il te faut être assez manager pour Mhm. pouvoir gérer ça. Donc, tu as Donc, les 35 000 là, tu as commencé. J'ai pris OK. 35 000, Mhm, j'ai pris mes connaissances, j'ai pris ce que j'avais de mon petit salaire. mhm, Ma conjointe m'a aidé à sa part d'argent. mhm, J'ai raccommodé un peu de la famille. mhm. Puis, j'ai pu compléter ça à 50 000. OK. Mhm. Du coup, j'avais 50 000 Pour commencer. pour commencer mon projet. OK. Puis, je suis allé avec 50 000, j'ai pris un local. OK. Quand je prends un local, je commande des machines de basse gamme. C'est-à-dire que ma chaîne de production, elle est encore beaucoup manuelle qu'automatique. Mhm. Hein, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas de machine à tous les niveaux. Ouais, C'est compliqué. Mais il fallait que je commence par là quelque part. Ouais. pour qu'on voie quel est le résultat amateur que tu as. Mhm. Et puis maintenant, on voit si on peut t'amener à un résultat maintenant professionnel. OK. Du coup, moi, j'ai pris ce 50 000, j'ai fait un travail amateur avec ça. J'ai raccordé tout ce que je pouvais raccorder. Et puis, je n'ai pas pu demander le permis de la licence. Mhm. Une licence classe 5. OK. La classe 5, c'est celle que tu as besoin quand tu fais la transformation alimentaire dans le lait, dans les jus aussi et tout, et que tu veux distribuer. Mhm. Puis, moi, j'étais comme ça, je dis, je remplis le formulaire. Je vais sur le site, je remplis le formulaire pour une classe 5. Je paye les frais, 350 dollars à peu près. Mhm. Dépendamment de la période où je fais la demande. Mhm. Quand tu fais en janvier, ça a un prix. Moi, je fais en été.
On est au mois de juin déjà. Parce que moi, je reçois le financement en juin 2025. En fin juin 2025, on m'appelle, la banque m'appelle, c'était un 28 comme ça au téléphone. Je crois que c'était un vendredi, soit un 28 ou un 27. OK, je me suis battu, tu as été approuvé. J'étais content, mais je suis aussi inquiet. Je dis, OK, de base, j'ai demandé 50 000. Moi, il m'appelle, il dit non, 50 000, c'est beaucoup, on peut te donner 35 000. 50 000, c'était le max dans le programme dans lequel j'ai demandé l'argent. Ouais. Donc, moi, 35 000, je prends 35 000, je suis content et tout. Je trouve un local. Quand je trouve un local, c'était sous condition. 35 000, c'est sous condition que je trouve un local. OK, wow. Tu vois? Donc, on m'a dit, ta lettre est là. Dès que tu trouves un local, on te donne l'argent. On donne l'argent, tu vas signer, tu prends l'argent. OK. Je marche partout dans mon tonne pour trouver partout. C'était cher les prix. Esther, je t'avoue que c'était hyper cher un local de production pour une usine. Parce qu'il fallait de l'espace. Moi, je voyais un truc avec de l'espace. Et puis, je me suis retrouvé des gens qui disaient 4 000 le mois, mais en 10 mois, tu as 40 000, j'ai fini l'argent. Les 35 000 sont finis. 35 000, je suis endetté de 5 000 encore. Tu vois? J'étais comme waouh. Et puis là, j'étais là. J'avais aussi mon côté à moi chrétien. Donc, j'étais là aussi, je priais, je me disais, oh Seigneur, comment je vais faire? C'est compliqué et tout. Je parlais avec ma femme, je disais, écoute, c'est chaud. C'était comme, si je fais pas ça, je chaud ma vie, quoi. Et puis, je pense que j'ai jamais senti très mal parce que quand tu vois quelqu'un qui a des compétences, qui passe à côté, ça frustre. Ça frustre, sa vie bouscule. Et puis, j'étais comme, ma vie peut basculer, tu vois. J'étais vraiment choqué. Et puis, un jour, comme ça, en scrollant Facebook, je vois une annonce qui parle d'un local. Il n'y a même pas les photos. C'était comme, je suis dans la marketplace. Donc, il n'y a rien. Moi aussi, j'écris comme ça. Et puis, la personne répond rapidement. Donc, ça tombe à pic que la propriétaire, elle a un très vaste local qui a une partie qu'elle ne veut plus utiliser parce que ça lui coûte cher. Et puis, il y a un business qui va rentrer là. Mais sauf que la façon dont son local est positionné, c'est pas tout type de business qui peut rentrer là-bas. Si tu as un business où tu as la clientèle, où tu vas être vu, c'est caché, ce local. Tu vois, tu as vu. Oui. Donc, il fallait que quelqu'un dans son business se fait dehors, et puis là, ça fait office de bureau. Donc, elle, quand on se parle, elle trouve rapidement son deal. Elle veut, toi, tu sais ce qu'il me faut. Moi, je dis, toi, tu sais ce qu'il me faut. Ça marche bien. Du coup, ça match. C'est comme ça que Dieu répare la situation. Allez, je ne vais pas prendre ton chèque. Je vais prendre mon chèque. Je fais le contrat, l'argent rentre. Quand je vois l'argent, la journée même, j'étais content. 35 000 $ direct. J'ai eu le financement de la banque. C'est très dur d'avoir un financement. Ouais. Mon business plan a fait 8 mois d'études. Wow. J'ai fait, ça a raté. De le dire. J'ai fait, ça a raté. On a recalculé les chiffres. Moi, au début, comme tu as dit, j'avais les gros chiffres. Non, je vais vendre comme ça. Le banquier dit non. On refait. J'ai diminué les chiffres. J'étais gourmand. Je disais non, il n'y a pas de jus ici. Quand je venais sur le marché, je serais le meilleur. Le boss. Puis j'ai frappé le mur. Du coup, je frappe le mur, là, je prends l'argent, j'investis, tout, je suis content. J'applique pour la licence que je parlais tantôt. Je paye les frais. Là, tu as appliqué pour la licence en quel mois? Là, j'applique pour la licence, on est au mois de... Directement, quand je prends le truc, en juillet, je prends l'argent. Fin juillet, j'applique pour la licence. Non, quand je prends l'argent, directement, j'applique pour la licence. J'applique en juillet et je commence à équiper. Parce qu'il faut 2 semaines le temps que eux, ils étudient ton dossier. Et puis, ils sont rendus à toi aussi, dépendant de la liste des gens. Donc, moi, j'applique directement. Pendant ce temps, j'aménage mon local. Donc, j'applique directement. Et pendant ce temps, j'aménage mon local avec mettre l'essentiel. Donc, là, en juin 2025. En juillet 2025. Juillet 2025, oui. J'attends en juillet. 2 semaines passent. Je n'ai pas de message qui me dit OK, on va venir te voir. 1 mois, je n'ai pas de message. En fin juillet, j'ai fini l'arrangement local. Je suis là au bureau, tout est là. Toutes les machines sont là. Je regarde les choses, je ne peux rien faire. Je ne peux pas produire une bouteille. Je suis comme là. Qu'est-ce que je fais? 2 mois, 3 mois. Tu es en train de payer le loyer du bureau. Le loyer. Et puis j'arrive au niveau de... On était en septembre déjà. Waouh! J'étais comme... Ça va plus là. Et puis, fin août, début septembre, dans ma circonscription, parce que j'ai acheté une maison, j'étais propriétaire d'une maison, et puis moi j'étais à Moncton, et dans ma circonscription, il y avait sa partenaire, à l'élu qui était là, c'était le député Alexandre Doucet. Oui. Il fait du porte-à-porte. Moi, je dormais, on frappe à la porte. Moi, je me réveille, je dis, qui est là et tout. Je vois 2 messieurs dehors, lui et son adjoint, et puis je vois une poussette des bébés. Je dis, ok, je vais sortir voir qu'est-ce que c'est. Bonjour, je suis député. Moi, j'ai jamais vu ça, tu vois. Parce que dans mon pays, il y a des députés. Les Camerounais, non, ils ne font pas ça. En tout cas. On ne va pas rentrer dans les débats de la politique du Cameroun. Mais c'était ça.
Et puis, directement, je vois, il me dit, on fait du porte-à-porte pour voir s'il y a des résidents qui ont des besoins à combler, qui ont des problèmes ou bien qui ont des défis et tout, auxquels on pourrait donner un coup de pouce. Je dis, ça tombe bien. J'ai un défi. Je dis, ça tombe très bien. Et monsieur le député, écoutez, ça fait combien de mois que moi, j'ai ouvert une entreprise, j'ai tout installé, les équipements et tout, j'ai appliqué pour une licence, et puis, je n'obtiens pas la licence. Et puis, il me donne son email, sa carte, il me dit, il faut nous envoyer un courriel. Moi, dès qu'il finit, une semaine, 2 semaines, je n'envoie pas le courriel. J'étais encore là en train de taper fort, d'envoyer les mails au service qui s'occupait de santé publique. Ouais. J'envoyais des mails à santé publique parce que c'est eux autres qui donnaient la licence. Okay. Santé publique me répondait que depuis 2019, c'était interdit de faire des boissons pasteurisées au Nouveau-Brunswick. Wow. Donc, il n'y a pas de... Il fallait un consultant pour ça. Et il n'y a pas des outils pour ce genre de programme parce qu'il fallait que les autres partent encore voir à des constants externes au niveau fédéral comment est-ce qu'on va régler ça. Ce qui fait que ce n'est pas le projet qu'ils avaient l'habitude de voir. Ouais. Donc, moi, je dis, OK, ça va être compliqué. De là, je prends le courrier, je dis, OK, je vais écrire au député. Je pose le problème. Et puis, je l'invite dans mon local. Et puis, il vient. Et j'avais un échantillon de produits que je faisais parce que j'envoie au laboratoire des échantillons pour faire des analyses. Et puis, il goûte, il dit, waouh, ça, c'est un bon produit. Okay. Puis, c'est ça. Okay. Il est parti, il m'a dit, OK, on va essayer de voir. Et puis, il m'a donné un coup de main. Ils sont venus m'inspecter. Ils ont fait les analyses. Tout a été bon. J'ai fait mes analyses au CRA de l'Université de Moncton, Centre de recherche aliments de l'Université de Moncton. Puis à LPC à Fredericton. Et puis j'ai eu mon permis. Là, quand j'ai mon permis, on est on a la fin septembre. OK. Donc là, on a la fin septembre, juste parce que là, on doit courir vers la fin, mais tu as le permis maintenant et puis tu trouves des contrats de distribution. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que brièvement, tu peux en parler? Parce que tu es quand même jeune. Tout ça s'est passé, mais maintenant, comment tu convaincs des chaînes comme des chaînes d'alimentation comme les IGA, tes trucs sont vendus au restaurant de l'Université de Moncton, là c'est vendu aussi dans d'autres endroits dans la province. Donc comment, en tant que jeune entrepreneur immigrant, tu convaincs ces chaînes-là de te faire confiance et de prendre tes produits? C'est vrai qu'actuellement nous sommes déjà dans 5 IGA Okay. De la province, Edmundston, Caraquet, chez Jack, Bouctouche, Jep. Et puis, nous sommes au sein de l'Université de Moncton, nous sommes à Baobab, l'épicerie sur Highwood Drive. Nous sommes à Lumouster, nous sommes à DC là-bas. Nous sommes dans beaucoup d'épiceries. Et je pense que la beauté de la province, c'est que mon projet est venu pique au moment où on recherchait des produits locaux. Avec la guerre avec nos voisins, je pense que je suis venu au bon moment où est-ce qu'on recommandait aux épiceries d'avoir au moins des produits locaux, des programmes pour produits locaux dans leur rayon. Ce qui fait que ce n'est pas un facteur d'âge, mais c'est un facteur de... Le produit était dans le besoin, il est local, il est du seul. Et puis, ça matchait vraiment tout. Il était ensemble pour que je sois un client dans cette surface-là. OK, ça, c'est parfait. En tout cas, il y a tellement de choses qui ont été dites dans cet épisode. Je te remercie vraiment, Brain, pour le temps puis d'avoir partagé ça. Pour terminer, la question que j'ai pour toi, c'est de dire comme si tu avais en face de toi aujourd'hui le Brain qui est arrivé il y a 4 ans avec tous ses rêves, il n'avait même pas encore les opportunités, mais il ne se voyait pas peut-être vendre des jus au IGA aujourd'hui, comme toutes ces opportunités-là. Qu'est-ce que tu dirais? Parce que comme je pense que ça pourrait inspirer nos auditeurs, les étudiants ou les nouveaux arrivants qui sont là, qui ont des rêves. Qu'est-ce que tu dirais à ce Brain-là comme conseil? Je pense que la première des choses, c'est croire en ce qu'on veut faire. Alors, beaucoup de gens ont la qualité de travailler dur, être endurant, et tout ça sont des qualités qu'on doit en avoir, c'est sûr. Mais il faut beaucoup croire à ton rêve, parce que tu peux travailler dur, être endurant, mais après tu dis, OK, j'ai tout donné. J'abandonne. Il faut croire en ce rêve, et puis il faut vraiment identifier dans quelle catégorie identifier mon projet, et comment est-ce que je peux faire correspondre mon projet aux besoins de la société. Une fois que tu as fait cette transcription-là, je pense que tu vas mieux comprendre comment marche le système, comment est-ce que ton projet peut s'insérer dans ce système-là. Et avec ta foi que tu as au début, je pense que tu as les ingrédients nécessaires pour apporter ton projet vers le haut. Merci beaucoup, Brain. Donc, si on peut retenir quelque chose de cet épisode-là, c'est vraiment
il faut croire vraiment. Ayant une vision, rechercher, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans le podcast. Il faut rechercher, l'information est disponible, il faut la rechercher. Et comme toujours, on vous encourage à prendre aujourd'hui les meilleures décisions parce que ce que vous allez manger demain à midi dépend des décisions que vous allez prendre aujourd'hui, comme le montre le parcours de Brain. Et on se retrouve au prochain épisode avec un autre entrepreneur au parcours inspirant pour justement aussi nous aider davantage à croire en nos rêves et de concrétiser nos rêves en 2026. Ça n'a pas pris à Brain 5 ans, 6 ans au Canada, mais en 4 ans, s'il a pu réaliser ça, je pense que beaucoup d'entre vous aussi, vous pouvez réaliser les visions puis les rêves d'entreprise que vous avez à cœur. Donc, d'ici au prochain épisode, on vous dit bon appétit! Appétit. Une production de Podcast NB.